Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Xavier Pavie. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. C'est la 4e saison du podcast 2030 glorieuse et à nouveau, le podcast est soutenu par la Nef. C'est une chance immense pour moi parce que ce partenariat me permet de continuer à faire mon travail dans les meilleures conditions, mais aussi parce que la Nef est alignée avec la vision que je porte des 2030 glorieuses, puisqu'à travers toutes ces activités, cette coopérative bancaire citoyenne, elle participe à développer des projets sociaux, écologiques et culturels qui font dès aujourd'hui le monde de demain. Aujourd'hui, moi je donne la parole à Xavier Pavie, qui est philosophe, professeur à l'ESSEC, mais aussi directeur du programme au Collège international de philosophie et chercheur à l'Institut de recherche philosophique à l'Université Paris-Nanterre. Xavier, vous êtes également le créateur du Centre Imagination, mais je suis sûr que j'oublie plein de choses. Je sais notamment que vous venez de lancer un séminaire qui va durer de nombreuses années. Est-ce que vous voulez bien commencer par m'en dire quelques mots, s'il vous plaît ? Merci Julien, vous avez tout dit. C'est un séminaire effectivement original qui a lieu au Collège international de philosophie à partir de cette année, plus exactement début février. C'est un séminaire par mois pendant 6 ans où je vais essayer de faire une philosophie critique de l'innovation. Alors je ne vais pas être trop long dessus, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais l'objectif il est de regarder comment l'innovation qui nous entoure peut aujourd'hui, ou doit aujourd'hui plutôt, recevoir un regard critique, un regard philosophique. Depuis son existence, l'innovation, ça date de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Il y a peut-être un détournement qui fait qu'aujourd'hui, la question de l'innovation s'intègre peut-être trop facilement dans notre société ou dans notre quotidien. C'est quelque chose qui est lié à une libéralisation des marchés, bien sûr, un système économique capitaliste libéral de haute intensité. Et peut-être qu'il y a besoin de revoir à nouveau frais ce que l'on entend par innovation grâce à la philosophie. Vous donnez le ton de la conversation qui s'annonce passionnante, Xavier. Merci pour cette présentation. Moi, si je vous donne la parole aujourd'hui, c'est parce que vous avez accepté de préfacer mon nouveau livre intitulé Mon métier aura du sens, qui est directement inspiré du travail que je fais dans le podcast 2030 glorieuse, puisque depuis plus de 3 ans maintenant, je collecte les métiers de demain. Ça fait maintenant 7-8 ans que je suis proactif sur les questions du changement de notre société, de comment notamment les citoyens que nous sommes peuvent se mettre à la hauteur des enjeux et devenir des éco-citoyennes et des éco-citoyens ambitieux en essayant notamment de limiter, de délimiter la responsabilité qui nous incombe face à ces changements qui doivent être systémiques et souvent poser la question de comment réussir à faire en sorte de concilier à la fois cette envie, cette transformation citoyenne du quotidien avec une pulsion plus profonde d'arriver aussi à mettre en place ces valeurs dans son milieu professionnel. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé avec le podcast 2030 glorieuse à mettre en avant toutes les personnes qui, selon moi, font déjà les métiers de demain. Pour l'instant, ce sont des signaux faibles. Pour l'instant, ce sont des personnes qui sont parfois assez difficiles à faire sortir au grand jour et pourtant, leur métier serait amené à se normaliser assez rapidement si on arrivait enfin à changer les boussoles de notre société et justement à se mettre dans la direction de ces 2030 glorieuses. Et vous, Xavier, vous avez accepté donc de dédicacer ce livre qui s'intitule Mon métier aura du sens, qui est publié aux éditions Vuibert le 21 février. Et pour moi, c'est
cet épisode, c'est l'occasion de prendre de la hauteur justement sur cette question des métiers, mais aussi sur la question du sens dans son métier. Et c'est pour ça que je suis tout particulièrement content de vous donner la parole. Mais avant de se lancer sur ces thématiques, Xavier, moi je vous pose la première question que je pose à toutes et à tous mes invités quand je les invite dans le podcast de Mitron Glorieuse. Imaginez que vous êtes à un événement où vous rencontrez de nombreux inconnus et vient cette question fatidique. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Ah, c'est peut-être, c'est difficile et en fait, c'est effectivement des questions qu'on a souvent de manière, plus ou moins mondaine et c'est toujours un peu compliqué parce que j'enseigne l'innovation avec les responsabilités, à l'ESSEC, donc dans une école de management. D'un autre côté, je suis effectivement philosophe au sens où j'essaie de porter des sujets philosophiques, non pas forcément autour directement de l'innovation, mais à propos des questions qui sont mes travaux depuis 20 ans autour de la notion d'exercice spirituel. Ça a été le travail de ma thèse en philosophie et je continue de travailler dessus. Donc c'est toujours très compliqué comme question. J'essaye d'avoir une approche, alors vous l'avez précisé d'ailleurs dans l'introduction, qui est le centre imagination, qui est un endroit où l'on cherche à parler ou à discuter, à travailler, à effectuer des séminaires que l'on nomme transdisciplinaires, c'est-à-dire qu'au-delà des disciplines. Et donc, en effet, c'est compliqué parce que lorsqu'on nous pose une question telle que celle-là, on a forcément des catégories qui sont beaucoup plus simples. Je suis enseignant ici, ou je suis directeur marketing ici, ou je suis en charge de telle ou telle chose. C'est relativement simple parce qu'on ne va que très rarement au-delà des disciplines. Quand on va au-delà des disciplines, ce qui est mon cas puisque je suis d'un côté en école de management et d'un autre côté en philosophie, eh bien, on cherche toujours à savoir comment est-ce que l'on peut être compris par rapport à ce que l'on fait. Et je trouve plutôt pas mal de ne pas savoir. De ne pas savoir et de ne pas dire. Alors, c'est pas forcément évident parce qu'on est toujours dans cette au-delà ou dans cet entre-deux des disciplines. Mais c'est effectivement comme cela que j'essaye de me définir. Donc, ou bien ça prend beaucoup de temps, ou alors, pour être tout à fait franc, j'invente quelque chose pour que ce soit plus rapide. Euh, mais c'est effectivement cette transdisciplinarité-là qui me plaît. Est-ce que justement, ces étiquettes, ces intitulés de postes, comme on les voit s'afficher parfois avec, comment le dire, avec affirmation sur LinkedIn notamment, c'est pas justement quelque chose qui nous a emprisonnés et qui nous a limités, puisque aujourd'hui nous mettons plus en avant le comment on le fait, et donc en étant directeur, professeur, entrepreneur, plutôt que ce qu'on fait réellement, ce vers quoi on veut aller. Oui, et encore, vous prenez des exemples qui sont relativement simples. C'est pas forcément le cas. Vous savez, tout ce qu'on appelait les bullshit jobs, par exemple, ou lorsque l'on dit, voilà, les métiers de demain n'existent pas encore, parce qu'on invente des néologismes, on invente un certain nombre d'éléments qui vont essayer de nous qualifier de manière plus ou moins exacte, mais que finalement l'autre ne comprend pas. Et si l'autre ne comprend pas, c'est tout de même un problème. Et la question qui se pose à travers effectivement votre livre et ce que j'ai voulu mettre dans la question de la responsabilité se pose de manière, pour moi, très importante. Si vous rentrez le soir chez vous et vous n'êtes pas capable d'expliquer ce que vous avez fait dans votre journée à votre enfant, à votre conjoint ou simplement à votre voisin, il y a quand même des questions à se poser. Parce que vous n'êtes pas capable de l'exprimer de manière très claire. Quelqu'un qui fait de la fission nucléaire, par exemple, sera capable de l'expliquer. Quelqu'un qui va effectivement être un médecin, aussi compliqué que soit l'opération à proprement parler, sera capable d'expliquer ce qu'il a fait. Dès lors que l'on n'arrive pas à expliquer ou que l'on mette un peu de temps à expliquer son quotidien, non pas forcément son travail, parce que c'est pas le but, mais son quotidien, c'est un peu compliqué. Et donc, on doit se poser la question, comment cela résonne chez soi? Alors, comment ça résonne chez soi? On se retrouve derrière son écran LinkedIn, justement, on dit, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Comment le titre a été dessiné? Quel terme anglo-saxon vais-je utiliser pour être compris ou être le plus clair possible? Eh bien, tout ça pose des questions complètement du sens. C'est-à-dire que le sens du métier commence peut-être par son titre. Et cette dimension-là n'est pas accessoire, n'est pas accessoire quand on commence à devoir peut-être mettre trop long dans sa description professionnelle par rapport au titre qui, lui, ne veut pas dire grand-chose. Il y a clairement un problème de sens.
Et d'autant que pour continuer à creuser cette question du titre, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure sur LinkedIn, on voit souvent fleurir les titres d'entrepreneurs ou de fondateurs, des personnes qui justement veulent tout de suite s'accoler à cette notion de création, voire d'innovation, qui est très présente dans notre économie néolibérale, avec notamment notre président qui lui se félicite d'avoir le maximum de licornes, qui sont ces entreprises valorisées à plus d'1 milliard d'euros $1 milliard pardon, en bourse. Et à la fois, on peut être entrepreneur et avoir monté son entreprise qui développe des fours solaires de manière à ce que le maximum d'artisans puissent se départir des tensions énergétiques. Mais on peut aussi être entrepreneur et développer une solution d'entrepôt qui permettrait en fait de livrer toujours plus vite des objets toujours plus inutiles. Et pourtant, ce titre est identique et n'a pas du tout le même impact, que ce soit sur l'humanité ou en fait même le reste du vivant. Oui, parce que c'est pas la question. La question, c'est effectivement la valorisation. Vous savez, quand au début de l'entretien, vous me demandez d'expliquer ce que je fais dans le séminaire, mon propos est justement de remettre en cause la valorisation de l'innovation. La valorisation de l'innovation aujourd'hui, elle a été faite par un économiste dans les années, au début du XXe siècle, c'est 1934 à peu près. Il y a des débuts au 1911, mais 1934, c'est Joseph Schumpeter, et qui va expliquer que le développement économique va nous donner effectivement une innovation qui va être génératrice de profit. Aujourd'hui, cette génération de profit est toujours l'alpha et l'oméga de l'évaluation de c'est une bonne innovation ou pas une bonne innovation. Ni plus ni moins. Alors dans le langage commun, je sais que on va avoir des idées de voilà ce que c'est qu'une bonne innovation, voilà ce que c'est pas, mais d'un point de vue strict, de point de vue académique, d'un point de vue financier, une bonne innovation ou une mauvaise innovation, c'est uniquement lié au profit qu'elle est capable de générer. Exactement pareil pour la licorne et les exemples que vous mentionnez. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est une bonne start-up, on va dire que c'est une start-up pas valorisée au niveau de la France parce qu'elle vaut plus d'1 milliard de dollars ou plus d'1 milliard d'euros. Peu importe ce qu'elle en fait derrière. Ce qui est évidemment un problème majeur par rapport aux enjeux qui sont des enjeux politiques, des enjeux environnementaux, des enjeux humains, par exemple, que l'on peut avoir. La notion de ce qui est bon est si complexe qu'on va résumer ce qui est bon à une notion de monnaie de manière très claire, de monnaie simple, de combien ça va rapporter. Donc c'est une simplification. On peut le comprendre d'ailleurs, je le critique, mais je le comprends. Mais je le comprends dans les années 30, je le comprends dans les années 50, je le comprends dans les années 60. À partir des années 60, on peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes parce que vont commencer à se poser la question, non pas simplement sur l'écologie, mais sur la question sociale, sur la question de la rétribution. Je pense dans les années 50 à Howard Bowen, par exemple, qui dit mais qu'est-ce qu'on peut, en tant qu'entrepreneur, redonner à la société, par exemple? Est-ce qu'on doit, et quoi et comment doit-on redonner à la société? Eh bien, cet enjeu-là, il existe des prémices dans les années 50, des années 60. Alors, de manière contemporaine, on aurait même pu le retrouver bien avant cela, bien sûr, mais on a aujourd'hui une cinquantaine, une soixantaine d'années de recul vis-à-vis de ces possibles questions. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On continue de valoriser notre travail en fonction de la licorne qui va apporter tant de chiffre d'affaires, de LVMH qui va apporter tant de profit à la fin de l'année, et qui va, d'une certaine manière, à travers le titre que l'on a mentionné tout à l'heure, qui est quelque chose d'un peu pudique, mais globalement, on va parler de son salaire. C'est-à-dire qu'on va parler de son salaire et combien est-ce que l'on va finalement gagner à la fin du mois, parce que c'est évidemment ce qui va être le plus rationnel possible et son importance de manière claire et directe. Ce qui, évidemment, pose des problématiques sur la question de ce qui est bon, ce qui est bien, et comment est-ce que l'on peut juger cela si c'est un jugement financier. Il n'y a pas de jugement, pour le coup, dans ce que je dis. Il n'y a pas de jugement. Bernard Arnault fait un travail probablement formidable. Il y a des startups à plus d'1 milliard qui font probablement un travail formidable. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas une capacité de penser autrement que le noir et blanc. C'est-à-dire qu'on pense bien ou mal, argent par argent. Ce que je dis, c'est que ces gens-là, c'est très bien, et il y a probablement, et il y a même sûrement besoin, justement, d'une croissance économique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour plein de raisons. Des raisons sociales, des raisons économiques, des raisons de nécessité d'argent pour continuer à développer des investissements, notamment dans l'éducation, dans la santé, etc. Donc, le fait de dire qu'il ne faut pas, ça n'a pas de sens. Néanmoins, la question de l'évaluation
a probablement une autre question à se poser, ou un autre critère, ou un autre regard. Sauf que, Julien, la difficulté, c'est que ce regard demande de la complexité. De la complexité pour faire une évaluation de ce qu'est un métier qui a du sens, de faire une évaluation de ce qu'une entreprise a comme sens, de ce que fait une start-up par exemple. Eh bien, ça demande de la complexité. C'est beaucoup plus simple de dire gagne de l'argent ou pas gagner de l'argent. Combien et pas combien, si je puis dire. Alors que la complexité se joue dans le gris, se joue dans la possibilité de faire une évaluation plus complexe. Eh ben, je vous avoue, Xavier, que jamais dans ce podcast, j'aurais imaginé que quelqu'un dirait que Monsieur Arnaud fait probablement du très bon travail, et je sais tout ce que vous sous-entendez derrière, et justement on en reparlera. Avant de creuser cette notion de sens, qui est centrale et qui, je le souhaite, devrait occuper la majorité de notre échange, là, face à cette tendance qui court sur des décennies et qui se joue à l'échelle mondiale, je voulais aussi poser la question de la responsabilité à échelle humaine vis-à-vis de ces dynamiques. Dans la préface, vous citez Épictète qui dit « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas ». Finalement, est-ce que le fait qu'un métier puisse avoir du sens dépend-il de nous ou pas ? Ah bah complètement. Nous avons la chance justement de ne pas être aliénés en France. Mais l'aliénation, elle est d'ailleurs sur ce métier-là, mais je reviens un tout petit peu en arrière sur la question de Bernard Arnault. Il est tellement simple de critiquer. Il est tellement simple de glorifier si on regarde que l'argent, tellement simple de critiquer si ce n'est pas l'argent. Justement, ce que je dis, c'est qu'il y a de la complexité. Et la complexité, c'est justement aller chercher la réflexion, à prendre du recul et à se poser les bonnes questions. Et il ne faut pas céder à la tentation de la facilité de la critique. Ou de la critique, évidemment, pas au sens noble du terme, mais de la critique de manière négative. Et cette dimension-là, Épictète, d'une certaine manière, nous explique, en disant qu'il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas, de réfléchir à ce que l'on fait. Autrement dit, c'est toujours simple de taper sur l'autre. C'est ce que nous dit de manière très claire Épictète ici. Il nous dit, mais s'il vous arrive quelque chose, ou si vous décidez quelque chose, est-ce que ça a dépendu de vous de le faire ou pas de vous de le faire? Autrement dit, dans quelle mesure il dépend de moi ou pas que Bernard Arnault gagne de l'argent, ça ne dépend pas de moi, je ne suis pas obligé d'acheter ce qu'il vend. Et ça ne dépend pas de moi. Et par contre, ce qui dépend de moi, c'est de dire, moi, je ne suis pas à l'aise avec les produits de luxe parce que je pense qu'il y a du superflu, donc je peux acheter quelque chose d'autre. Et c'est ma responsabilité que de l'être. Ça ne dépend pas de moi. Et ce qui signifie qu'il y a une responsabilité qui m'incombe. La responsabilité qui m'incombe, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire? Autrement dit, je fais en sorte d'annuler tout ce qui peut être jalousie, d'annuler tout ce qui peut être égoïsme, d'annuler tous les jugements que je peux avoir moi sur les autres et que les autres peuvent avoir sur moi, en disant de quoi ai-je finalement la responsabilité? Qu'est-ce qui dépend de moi? Eh bien, mon travail dépend de moi. La France a la chance d'avoir un pays où on fait des études longues et plutôt gratuites. On a la chance en France d'avoir des systèmes type apprentissage qui peuvent nous aider. On a la chance en France d'avoir des éléments boursiers qui peuvent nous aider. Et on a la chance, ça pour le coup c'est un petit peu moins vrai, mais j'allais dire d'avoir de la formation continue qui, franchement, je pense en France on pourrait faire beaucoup mieux pour ça, parce que c'est pas quelque chose de très valorisé en France. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que nous avons toutes les possibilités de choisir le métier que nous voulons faire. Quel que soit notre niveau, quelle que soit notre condition à notre naissance, nous avons la possibilité de le faire. Il y a une méritocratie qui est importante en France et il faut s'en féliciter. Donc, la question du sens dans son travail, c'est à nous d'aller la chercher. Et nous avons la chance de pouvoir ne pas choisir un travail qui ne nous convient pas. Nous ne sommes pas aliénés en France. Ce n'est pas le cas de bien nombre de pays dans le monde. En France, ça n'est pas le cas. Et c'est justement un deuxième objectif du podcast 2030 Glorieuse que d'essayer de nous faire sortir de cette impasse de notre état de force laborieuse dans lequel je trouve qu'on se retrouve trop là actuellement en 2023 à travers le pouvoir de l'utopie. L'utopie, elle a le pouvoir dit performatif de faire exister des choses à condition qu'on commence à les imaginer puis ensuite à les communiquer, à les transmettre. Et j'ai l'impression
en tout cas, depuis les 3 ans que je voyage en 2030 Glorieuses, que le fait de faire exister ces 2030 Glorieuses au fil des échanges, le fait de faire exister dans ces conversations de potentielles nouvelles abondances, permet aussi de commencer à amorcer, pour le dire gentiment, l'obsolétisation du monde justement à la Bernard Arnault, et donc de reprendre d'autres pouvoirs que le fait de travailler ou pas pour des entreprises qui auraient, selon nous, ou pas du sens. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que la question fondamentale n'est pas, alors on pourrait prendre aussi François Pinault ou les autres, hein, on pourrait. Oui, oui, absolument. La question qui se pose, c'est toujours celle-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait de l'argent gagné, en fait? Et pour le coup, je pense qu'on peut émettre une critique en disant qu'est-ce qui revient à un actionnaire par rapport à ce qui revient dans l'investissement de petites utopies possibles et que l'on pourrait imaginer. Bernard Arnault, en l'occurrence, mais c'est valable pour Pinault ou d'autres Français, ils ont réussi à faire leur fortune grâce à des petites utopies qui ont existé, notamment toutes ces petites marques de luxe, qui ont été des petites marques absolument extraordinaires d'artisans, de fabricants, et ce sont d'une certaine manière des formes utopistes. Ce que l'on pourrait leur reprocher, c'est justement de ne pas continuer ou d'investir dans justement tous ces éléments-là qui ont fait justement leur succès. On peut comprendre leur succès, on n'a pas à juger s'il y a ou pas, parce que moi, ça ne dépend pas de moi, donc je ne m'en occupe pas. Néanmoins, la question qui peut se poser, c'est de dire comment est-ce que l'on peut reconstituer de petites utopies et dans quelle mesure ils portent une responsabilité à cela. Et ça pour le coup, pour moi, c'est très important. Peu importe l'argent qu'ils ont, c'est quelle responsabilité ils ont. Eh bien, quand on a la responsabilité d'une telle puissance, financière, mais pas que, c'est une puissance politique, c'est une puissance économique, eh bien, le reproche, c'est l'absence de responsabilité. Et pour moi, c'est le premier mot pour le coup, on en parle beaucoup en ce moment, de ces milliardaires ou millionnaires en France qu'ils ont. Le premier reproche, pour moi, ce n'est pas l'argent qu'ils ont, c'est ce qu'ils en font. Et ça, c'est pour moi fondamental. Je pense évidemment, en disant ça, à Bill Gates, par exemple, qui va réinvestir sa fortune de manière importante, très importante, notamment dans un grand nombre de développements innovants, notamment en Inde, mais également en Afrique. Eh bien, c'est pour moi une notion importante de responsabilité par rapport à ce que j'ai. Aujourd'hui, c'est la difficulté. On se dit, regardez ce que font les milliardaires, ce qu'ils rapportent, ce qu'ils créent comme emploi. C'est vrai. Mais la problématique, c'est qu'ils pourraient faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et notamment, Julien, sur ces questions, d'une certaine manière, que l'on va résumer ici, d'utopique. En disant, mais qu'est-ce que je peux résoudre comme difficulté aujourd'hui grâce aux moyens que j'ai? Ça, c'est une question qu'il faudrait lui poser. Non pas rendre l'argent, ça n'a pas de sens. Non pas dire il faut gagner moins. Non pas il ne faudrait pas qu'ils soient en France. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites pour améliorer l'humanité? Ça, c'est génial comme question. Absolument. On va refermer cette parenthèse et laisser Monsieur Arnault tranquille. Mais vous parliez de Bill Gates aussi. J'ai eu l'occasion de publier chez Actes Sud et j'avais eu entre les mains justement un livre qui parlait de la fausse générosité de la fondation Bill et Melinda Gates. C'est Lionel Astruc qui a travaillé à ce livre. Et donc, ça peut être une porte d'entrée aussi pour questionner ces sujets-là pour les personnes qui nous écoutent. J'aimerais réatterrir, Xavier, avec vous, parce que là, ce préambule, il nous a permis de voir l'image de manière très large. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, nous, et comment se poser la question du sens, qui est en plus une question à laquelle on pourrait toutes et tous avoir une réponse différente. Oui, je prends un exemple avec un étudiant et qui fait le lien simplement avec votre dernier point. Un étudiant originaire d'Inde qui a développé un système pour éviter que les moustiques ne puissent développer la dengue et ne puissent le diffuser à travers différentes zones. Il est indien, pas beaucoup de moyens, un étudiant absolument brillant. Il n'y avait pas d'autre choix, et c'est un problème, et je comprends qu'on puisse le soulever d'une certaine manière. Il n'y avait pas d'autre choix, d'autre façon de postuler à la fondation Bill Gates. Il a eu un financement considérable, un investissement considérable, et ça a fonctionné, ça s'est développé. Alors on pourrait reprocher plein de choses. On pourrait reprocher, mais est-ce que c'est à cette fondation-là de le faire? Est-ce que c'est pas à l'État indien? Oui, mais d'ici là, qui est-ce qui peut le faire?
Et pour moi, ça, c'est une question importante à travers le sens. Parce que pour lui, si je prends mon point de vue d'Indien, ce qui n'est pas possible, je ne suis pas moi-même Indien, j'essaie simplement d'étendre mon cadre en tant que connaisseur de cet étudiant indien. Et en l'occurrence, je suis allé le voir sur place, j'ai rencontré ses parents sur place, donc je vois très bien ce qu'ils ont pu faire. Si je me mets à sa place, la question de la responsabilité, c'est j'ai une idée face à un gros problème majeur concernant les maladies et la dengue, ma responsabilité est-ce que je vais jusqu'au gouvernement et j'ai peu de chances d'être entendu? Est-ce que ma responsabilité, c'est d'utiliser une fondation qui a des critiques? Et ça, vous avez raison, Julien, de le souligner. Et d'ailleurs, je pense aussi, justement, que la complexité, c'est de montrer à la fois la critique et à la fois des possibilités. Ben, en tant qu'Indien, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense, Julien, que vous, je me trompe peut-être, en tout cas moi, j'aurais accepté l'argent qui m'a été donné par la fondation pour pouvoir développer ça pour ma petite zone qui est à côté de Pondichéry, au sud de l'Inde. Si d'un autre côté, je me place d'un point de vue parisien, la question de la responsabilité va être très différente parce que je vais me dire, mais c'est quoi cette multinationale qui s'est infiltrée derrière tous les ordinateurs pendant 50 ans, 40 ans, pendant 40 ans et qui a permis le contrôle des données de manière majeure, qui a mis un écran derrière tout le monde et qui est dans une forme d'hégémonie considérable. Il est hors de question que j'utilise Microsoft Windows à l'époque et je vais plutôt utiliser un Linux ou je vais plutôt utiliser autre chose. Autrement dit, sur ces mêmes cas, auprès d'une même organisation, la question du sens va être d'où je me place. Et la question d'où je me place, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle nous renvoie à la complexité nécessaire que nous avons tous à faire. Et tout un chacun, nous avons à essayer d'accroître notre champ de responsabilité. Plus exactement, notre champ visuel de responsabilité. Si je me mets d'un axe ou un autre, je n'aurai pas la même responsabilité. Et donc, je ne peux pas, ou je ne peux jamais, ou je ne dois pas être dogmatique vis-à-vis de la responsabilité. Je dois essayer toujours de la comprendre. Et ce sens, en plus, que je posais dans ma précédente question, Xavier, il est accolé en général à une tendance aussi, j'ai l'impression, assez française. J'étendrai peut-être en disant que c'est aussi finalement similaire dans les pays occidentalisés, de la recherche de perfection. On a dans nos vies cet absolu de la perfection qui se décrit, qui se définit, qui évolue aussi au fur et à mesure des époques, des âges, des milieux sociaux, mais qui reste très présente, j'ai l'impression, comme une boussole d'évaluation à minima citoyenne et qui, dans le cadre d'une envie de sens, notamment dans son métier, peut s'avérer être un obstacle. Depuis le début de cet entretien, maintenant, Xavier, vous parlez de complexité, vous parlez de nuances de gris. Est-ce que, justement, cette quête de perfection, elle ne vient pas comme un obstacle et il faudrait aussi, philosophiquement, presque même spirituellement, accepter notre imperfection et en faire une force, en faire une nouvelle boussole de toujours plus de rencontres, de toujours plus de questionnements, de toujours plus d'inspiration? En fait, vous donnez la réponse, vous avez parfaitement raison, Julien. C'est-à-dire que c'est la rencontre de l'autre qui forge notre vision de la responsabilité. Alors c'est compliqué parce que effectivement, l'autre va être qui? La difficulté, c'est que nous sommes forcément confrontés aux autres avec qui nous entendons. C'est-à-dire que c'est ceux avec qui nous avons été à l'école, c'est ceux avec qui nous travaillons, c'est notre éducation. Et il est compliqué d'aller au-delà de ce que nous pensons naturellement, ce que nous avons. La difficulté supplémentaire, c'est que les algorithmes et autres réseaux sociaux nous enferment. Les Grecs appelaient ça la stultitia, c'est-à-dire que c'est un endroit dans lequel on est en permanence enfermé et nous ne faisons que penser de la même manière avec ceux qui nous entourent de la même manière. C'est-à-dire que vous allez avoir des stimuli permanents qui vont vous rappeler de penser de cette même façon. Votre entourage va vous faire penser de la même façon et comment je vais réussir à en sortir. Alors, les Grecs, effectivement, disaient qu'on était enfermé et qu'il était très compliqué de sortir d'une façon de penser. Cette façon de penser, la solution pour en sortir d'une certaine manière, elle est possible à l'époque, à travers ce qu'on appelait un maître. C'est-à-dire quelqu'un qui allait nous mettre face à nos contradictions. Face à nos contradictions et qui n'était pas un ami, qui n'était pas un parent, ce n'était pas non plus quelqu'un que l'on payait, c'était quelqu'un qui nous permettait, grâce à ce qu'on appelle la parésia, c'est-à-dire le dire vrai, c'était quelqu'un qui allait nous dire, regardez, tu es en contradiction avec ce que tu souhaites être, avec ce que tu souhaites faire, et il faut se reposer les questions. La difficulté, Julien, c'est qu'aujourd'hui, à quel moment nous nous remettons véritablement en question?
Souvent quand on a un échec. C'est-à-dire que souvent quand on a un échec assez majeur, important, si tant est, ce qui est largement possible, si tant est que nous ne soyons pas dans le déni, ce qui nous arrive à tous en permanence, si tant est que nous ne soyons pas dans le déni, alors on va se remettre en cause. Le problème, c'est que c'est à quel âge? Parce que quelqu'un qui va avoir sa carrière de 15, 20, 25 ans, il aura forcément des aspirations et qui seront peut-être des aspirations salariales où la question du sens n'a pas forcément le même que lorsqu'il aura 40, 45 ans ou 50 ans. Ce qui est paradoxal dans notre société, c'est que nous avions plutôt une société où l'on avait une jeunesse qui voulait gagner de l'argent et qui voulait se poser pas trop de questions sur la question du sens. Je peux travailler en trading haute fréquence, je peux travailler dans un cabinet de conseil de stratégie, je peux travailler en fusion-acquisition. Et puis au fur et à mesure de l'âge, on commençait à se poser des questions en disant « Ah mais est-ce que je peux prendre un peu de recul? Est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que ça a vraiment du sens ?» Pourquoi ça change? C'est qu'en fait, aujourd'hui, les plus jeunes qui commencent vont déjà vouloir du sens. Vont déjà vouloir du sens dès le début, avec une articulation en disant mais il faut quand même que je sois payé tel quel. Et donc on a une sorte de complexité parce qu'on a un avancement de l'âge du sens que l'on souhaite donner à son travail. Ce qui n'était pas le cas avant, mais on a toujours voulu du sens, mais peut-être un petit peu plus tard qu'au début, parce que le sens était ailleurs. Le sens pouvait être dans ma famille, le sens pouvait être dans mes voyages, le sens pouvait être dans la possession de biens matériels, par exemple. Et aujourd'hui, cela disparaît. Donc, le sens devient important dans les quelques, j'allais dire, dizaines d'heures, peut-être un peu moins, que je fournis à mon travail aujourd'hui. Cette difficulté de trouver son sens, l'articuler avec combien je vais gagner, mais d'une certaine manière, les plus jeunes, en tout cas, dans un certain paradoxe. Le paradoxe qui est, est-ce que les sociétés, les organisations ne me plaisent pas? Est-ce que je vais à l'intérieur pour trouver du sens et les changer de l'intérieur? Ou je n'y vais pas parce que je vais trouver quelque chose qui me donnera plus de sens? C'est un débat du quotidien. Mais c'est une bonne question de complexité à se poser. Je reformule pour finir ma réponse de manière, j'espère plus claire. Ça n'est pas grave d'aller dans un travail qui n'a pas de sens si on sait qu'on y va en disant qu'il n'y a pas de sens, parce que c'est qu'une notion de temporalité. J'y vais peut-être un tout petit peu, peut-être en attendant. Je vais faire autre chose de ma vie. Et donc on a cette dimension importante d'avoir conscience de ce que l'on fait. La difficulté contraire, ce serait d'être écrasé par cela. C'est-à-dire que j'y vais parce que je vais gagner de l'argent et je ne me pose même pas la question du sens. Je finis encore une fois avec une dernière reformulation. La question du sens est importante dès lors qu'on se la pose, même s'il n'y a pas de sens, c'est déjà un sens que de dire qu'il n'y en a pas. Oui, c'est vrai que ça me fait penser à bon nombre de conversations où finalement je disais aux personnes avec lesquelles je ferraillais ouvertement, je préfère que tu sois cynique et que tu me dises ouvertement que tu préfères gagner beaucoup d'argent au détriment du vivant plutôt que tu détournes ta responsabilité sur des plus grands, sur du pouvoir, sur plein de choses justement sur lesquelles tu n'as pas prise et j'ai l'impression que ce que vous dites, Xavier, est aligné avec ça. C'est exactement ça, d'autant que on a commencé à faire prendre conscience à la personne en disant ça. On fait commencer à faire émerger quelque chose et nous n'avons pas à juger en disant bah peut-être que je veux le faire pendant un certain temps pour tout un tas de raisons. Peut-être que ça va me faire germer chez moi l'idée de faire autrement. Eh bien, tant mieux si on le fait. Il ne s'agit pas de passer du noir ou du blanc. Vous savez, je prends souvent l'exemple du végétarisme. Le végétarisme, on n'a pas à expliquer pourquoi est-ce qu'il faut passer du jour au lendemain d'être végétarien. Et les gens vont se justifier en disant je fais ceci. Ah oui, mais moi je suis presque végétarien parce que je mange quand même du poisson. En fait, ou je mange qu'une fois de la viande par semaine, ce qui n'est donc pas végétarien. Je le suis moi-même et il est évident que lorsque vous mangez un peu de viande, on va pas dire à la vache ou au cochon, on va manger un tout petit peu de toi et puis c'est pas grave pour le reste. Ça ne fonctionne pas. Mais au moins, nous faisons prendre conscience aux individus de l'importance de le devenir et puis de laisser, d'une certaine manière, réfléchir à pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites. Eh bien, c'est pareil dans le travail. Nous avons besoin de réfléchir pourquoi nous faisons ce que nous faisons et de semer la graine du doute. Et ça, pour le coup, c'est le but, il me semble en tout cas, c'est le but du livre. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, c'est semer le doute. C'est pas dire vous avez tort ou vous avez raison.
mais c'est semer le doute. Ouais, Cyril Dion le disait autrement dans une de ses conférences, en disant que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, mais aussi en tant que société, ce travail de passage à l'âge adulte allait nous faire passer de la culpabilité à la responsabilité. Et j'ai l'impression qu'on tourne autour de cette notion de responsabilité depuis le début de notre échange, Xavier, et que ça va dans ce sens-là. Avant de vous redonner la parole, moi j'aimerais cette fois m'adresser aux philosophes de l'innovation que vous êtes, puisque vous l'avez dit, il y a de plus en plus de jeunes professionnels qui parfois n'ont même pas encore mis le pied dans le monde professionnel, qui se posent la question du sens. Et comment faire, comment trouver le bon sens, comment trouver son sens dans un monde qui donne l'impression qu'il n'y en a plus? Alors, en regardant un peu en détail l'évolution de l'innovation, que ce soit avec les biens matériels, que ce soit avec le sens et les bouleversements, je dois vous avouer, Julien, que je ne suis pas toujours à l'aise avec cette démarche, parce que l'histoire de l'humanité n'a cessé de montrer de grandes crises, a cessé de montrer de grandes difficultés, mais aussi des situations tout à fait complexes à gérer. Entre 1890 et, pour prendre un exemple relativement proche, entre 1890 et 1910, la France, c'est la Silicon Valley du monde. C'est-à-dire que vous avez les frères Lumière, qui est bouleversant, hein. Le cinéma, c'est quelque chose de bouleversant. Vous avez André Citroën, vous avez Louis Renault, vous avez Pasteur, vous allez avoir Pierre et Marie Curie, vous allez avoir vous allez avoir Eiffel également, vous allez avoir comme ça, en une vingtaine d'années seulement, un foisonnement considérable de nouvelles technologies qui bouleversent tout le monde, qui provoquent des formes de, je dirais pas d'angoisse, mais des formes de questionnement vis-à-vis du futur. Et c'est à partir de ces années-là où on va voir, vous savez, les dessins que l'on voit régulièrement, qui reviennent régulièrement sur Internet en disant la machine volante, où on va apprendre avec des machines, etc., etc. C'est parce que les gens avaient peur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devenir comme ça. Autrement dit, nous avons toujours un certain nombre de crises qui émergent en permanence. La question, c'est comment est-ce que nous digérons les crises et comment ensuite on va vivre autrement. Parce que la sortie de cette angoisse, alors on a eu ensuite les premières, la Seconde Guerre mondiale, mais les sorties de ces angoisses-là se sont faites à travers ce que l'on glorifie aujourd'hui. On dit, notre monde va moins bien qu'un monde qui sont dans les années 50, 60, 70 d'ultra-consommation. On ne peut pas dire, Julien, que c'était un monde génial. Le fait de dire que le monde était vachement mieux dans les années 50, 60, 70, alors qu'on consommait à outrance, qu'il n'y avait aucun respect du vivant, que l'on polluait sans aucune conscience, alors que l'on savait un grand nombre de choses. Je renvoie par exemple à Rachel Carlson, qui avait mentionné de manière très claire qu'on utilise du DDT et qu'on est en train d'asphyxier l'ensemble des enfants et des animaux. Tout le monde s'en fichait. C'est-à-dire que ça n'est pas une époque forcément très enviable, l'époque d'il y a 50, 60 ou 70 ans. Aujourd'hui, nous avons une conscience de ce que l'on fait. Je ne dis pas que ce que l'on fait est toujours bien. Je dis qu'on a une conscience un peu sur les animaux, un peu sur le vivant, un peu sur comment je dois respecter, par exemple, les femmes par rapport à ce qu'elles étaient considérées auparavant. Cette époque-là n'est pas si moche que ça, n'est pas si négative que ça, et il y a eu des époques où les grandes crises et les grands bouleversements étaient tout aussi importants que ceux d'aujourd'hui. Il y a simplement à prendre notre responsabilité vis-à-vis du sens que l'on met dans notre quotidien. C'est ma responsabilité, il dépend de moi ou il ne dépend pas de moi, de passer 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Mais ça ne m'est donné par personne d'autre. Personne d'autre. La question, c'est effectivement, Julien, ça demande un travail. C'est-à-dire que ça demande un travail, ça demande un effort, ça demande ma responsabilité d'ouvrir le livre plutôt que de regarder la télé. Eh bien, c'est exactement pareil qu'avant, ça demande du travail. Quand on regarde ce qui se passe dans l'Antiquité avec un grand nombre de discussions, je pense au dialogue que l'on a chez Platon, à de très nombreuses reprises, vous avez exactement la même chose. Prenons un exemple rapide. Alcibiade. Alcibiade veut gouverner la cité. Et Socrate lui dit, mais comment veux-tu gouverner la cité alors que tu passes ton temps à être dans des lieux de débauche, tu passes ton temps à t'amuser, etc. Et il lui dit la phrase fondamentale, si tu veux gouverner, apprends à te gouverner toi-même. Cette phrase-là, Julien, quand on regarde ce qui se passe au gouvernement, quand on regarde ce qui se passe dans les gouvernements, quels qu'ils soient, c'est exactement la même chose.
À quel endroit allez-vous chercher votre exemplarité pour que vos citoyens vont pouvoir, eux aussi, agir de manière exemplaire? Et c'était il y a 2500 ans. Donc je ne crois pas tellement à l'époque bouleversante dans laquelle on est. Je crois qu'il y a des moments bouleversants au sein de l'humanité, mais qu'il y a toujours l'essence de l'homme qui, en tout cas de mon point de vue, peut trouver un sens grâce à la philosophie. Je me permets de reformuler ma question, Xavier, parce que j'ai l'impression, avec ma lecture qui est de toute manière assez réduite et en plus forcément biaisée, que ces dernières décennies, on avait la possibilité encore de croire à une promesse du progrès, à une promesse de la croissance, à une promesse, qualifiez-la comme vous voulez, mais j'ai l'impression que en utilisant ces termes de progrès, de croissance, et vous avez commencé à parler de Schumpeter dans les années 30, qui était dans cette dynamique-là, on pouvait se dire que ça allait potentiellement être mieux demain. En tout cas, vous parliez tout à l'heure des 30 Glorieuses. Quand mon grand-père m'en parlait malgré lui à travers les histoires de famille, je voyais dans sa conversation, mais aussi dans ses yeux au moment où il me partageait tout ça, qu'il y avait alors à cette époque la possibilité que demain soit mieux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, notre époque manque d'une nouvelle promesse. On a Dominique Méda qui parle de nouvelles abondances. Est-ce que c'est ça? Est-ce que on devrait le qualifier? Et est-ce que décider de vouloir mettre du sens finalement dans son métier, c'est pas travailler chacun de son côté à faire émerger ces nouvelles promesses? Ah si, justement, mais c'est tout à fait mon point. C'est que nous en avons tous une responsabilité, et ce sont des responsabilités individuelles. Je l'ai précisé au début, effectivement, je travaille sur l'innovation, néanmoins, j'ai un regard philosophique sur l'innovation, puisque mes travaux, ma thèse de doctorat, HDR, etc., sont des travaux uniquement de philosophie. Le travail philosophique, c'est un travail de spiritualité. Et l'objectif, c'est la pratique des exercices spirituels dans notre espace contemporain. Pourquoi je me suis attaqué à l'innovation alors que je viens des exercices spirituels? C'est justement parce que, pour reprendre un mot que vous avez utilisé, mon point est de dire quelle promesse l'innovateur met dans son innovation et quelle promesse spirituelle met-il dans son innovation. Et pour moi, ça explique tout et c'est fondamental. Parce que, comme vous le savez peut-être, mais la responsabilité, c'est justement d'accepter et de donner une promesse. Par exemple, vous allez chez votre boulanger ce soir pour avoir une galette des rois ou une baguette, il vous fait la promesse de ne pas avoir mis du poison dedans. Il en est responsable. Donc, ça veut dire qu'il y a une promesse qui se joue toujours dans l'échange qu'il y a entre les individus. Donc, l'innovateur doit promettre. L'innovateur doit promettre, et dans l'axe que je développe, c'est-à-dire qu'il doit promettre avec une spiritualité, et non pas avec du profit, justement. Et donc, cette promesse de spiritualité que doit donner l'innovateur doit justement regarder trois axes. Est-ce que la promesse que je fais prend soin de la question politique, prend soin de la question de l'environnement, prend soin de la question de l'humain? C'est tout à fait simple pour plein d'exemples possibles. Lorsque vous avez des caméras de vidéosurveillance, eh bien, c'est une innovation qui va être utilisée à des fins politiques pour surveiller les individus. La production est considérablement néfaste à l'environnement puisque beaucoup de fois, elle va utiliser des terres rares, par exemple, pour leur production. Et puis, d'un point de vue humain, certains vont même chercher à utiliser des caméras de vidéosurveillance pour remplacer leurs yeux à la place. Je pense à Rob Spence, le Canadien, qui s'est amusé à faire ça. Eh bien, si l'innovateur regarde la question de la caméra vidéosurveillance avec justement une promesse de spiritualité, ça va être un usage qui n'est pas celui-là. Sauf qu'aujourd'hui, l'usage de l'innovation n'est fait qu'à travers le profit et n'est pas à travers cette spiritualité. Je précise, j'ouvre une parenthèse très courte, je précise que la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité existe bien avant cela, c'est simplement la question du rapport que je peux avoir avec moi-même ou que je peux avoir avec les autres dans un objectif de mieux vivre, ou en tout cas de vivre le moins mal possible. C'est une expression qui naît avec Pierre Hadot, le philosophe, mais qui existe déjà évidemment dans l'Antiquité, avec cette recherche naturelle du spirituel. Beaucoup, pour le futur dont vous parliez, Julien, beaucoup disent le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Parce que justement, la question de la spiritualité engage la promesse, la question de la spiritualité engage la responsabilité, la question de la spiritualité engage l'innovateur.
Parce que c'est celui qui fait. Le fait qu'on se parle aujourd'hui à travers un podcast, c'est parce que vous avez un micro, j'ai un micro, nous avons Internet, nous avons un grand nombre d'innovations autour de nous. Mais on est assis sur une chaise qui est une innovation, nous allons boire un verre d'eau, le verre est une innovation. L'ensemble est innovation. Rien de ce que nous avons autour de nous n'est pas innovation. Puisque nous avons tout autour de nous qui est innovation, si on le regarde avec un autre axe qui n'est pas celui du profit, mais celui de la spiritualité, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de bien pour celui qui va l'utiliser et la promesse que je lui en fais, alors on peut supposer justement qu'on a une promesse d'un monde futur un peu meilleur. Je continue et je vous remercie pour cette réponse, Xavier, sur cette opposition entre spiritualité et religion, puisque j'ai l'impression que nous sommes tombés dans les mêmes biais que les biais, les limites que sont en train de vivre là où les mondes religieux, avec une héroïsation, avec une attente d'un grand soir, avec une simplification à outrance, avec une personnification aussi presque maladive, là où la spiritualité justement nous engage à cette responsabilité, non pas comme un fardeau, mais comme quelque chose qui nous libère. Est-ce que finalement, et c'est la pulsion de ce livre, plutôt que d'attendre justement que la boussole de la société soit changée par un grand dirigeant ou une grande dirigeante, même si finalement ça ne changerait pas grand-chose, ce sont pas nos heures laborieuses parce que nous aurions redonné au travail ces lettres de noblesse qui vont nous permettre de déterminer, de faire exister un nouveau récit commun avec, dans mon cas, idéalement, un rapport au vivant modifié, un rapport à l'autre modifié, une sublimation de notre quotidien, tant nous avons de la chance de vivre sur cette terre et de vivre nos vies. Mais Julien, vous, à titre personnel, Julien, vous passez votre vie justement à montrer ça et à regarder ça, parce que quand vous écrivez un livre, c'est ce que vous faites, quand vous faites un podcast, c'est ce que vous faites, quand vous interrogez les autres, c'est ce que vous faites, c'est ce que je fais quand je suis dans une salle de classe. C'est-à-dire que nous passons un grand nombre de vies à dire aux individus, à chacun d'entre nous, soyez responsable de votre propre sens. Et soyez responsable de votre propre sens parce que, comme le dit Épictète, il y a des choses qui dépendent de vous, qui n'en dépendent pas de vous, mais ça dépend de vous. Donc, aller dire l'autre sait pas bien ce qu'il fait, c'est se défausser de sa propre responsabilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire, bien sûr, pour des questions majeures, mais vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils construisent votre sens pour vous, parce que ça voudrait dire sinon que vous allez suivre le sens des autres. Et ça, c'est évidemment catastrophique. Vous n'avez pas à suivre le sens des autres. Construisez votre propre sens, suivez votre propre sens, mais si vous ne le faites pas, d'autres vont le faire avec vous. C'est une dimension que j'utilise beaucoup concernant l'imagination. L'imagination, c'est tout à chacun de prendre la responsabilité d'imaginer ce qu'il souhaite. Parce que d'autres, sinon, vont le faire à leur place. Et si vous n'imaginez pas, vous allez donc suivre l'imagination des autres. Et à un moment donné, vous allez vous retrouver en disant « mais ça n'a pas vraiment de sens de suivre l'imagination de celui-ci ou de celle-là ». Eh bien, c'est pareil pour le sens. Si vous ne trouvez pas vous-même votre sens, si vous ne travaillez pas à votre sens, ce qui devrait être une obligation presque morale, et pas éthique, presque morale de travailler à son sens, parce que ça permet évidemment d'accentuer le choix que nous allons faire. Et on peut se poser la question, Julien, de manière claire, pendant toute notre scolarité, à quel moment la question du sens est apparue ? À quel moment on nous a dit « il faut que tu travailles sur ce sens » ? Probablement jamais. À condition que les 2030 glorieuses se concrétisent et qu'elles incarnent justement cette possibilité pour tout, à minima, les Françaises et les Français, parce que c'est vrai que c'est la sphère, en tout cas c'est les limites que je me suis autorisé, mais en fait forcément on pourrait l'ouvrir à l'humanité dans sa globalité, pourrait se poser cette question justement du sens, pourrait l'assumer, pourrait la creuser, pourrait se sublimer grâce à cette question du sens et en l'occurrence nous permettre aussi, mais là c'est un niveau plus systémique, de vivre encore de manière pérenne sur cette terre dans les décennies à venir, en ayant un plus grand respect pour le reste du vivant non humain. Qu'est-ce que vous feriez en 2030 glorieuse, Xavier ? La question est compliquée parce que on a à se poser, comment le dire, pour répondre clairement à la question du sens pour moi, pour d'autres, à venir et pour préserver ce monde-là, il faut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on souhaite que ce soit fait. On ne peut pas nous imposer, justement,
un récit qui dirait il va falloir sauver la planète, ou il faut sauver l'humanité, ou il faut sauver les espèces vivantes de manière telle quelle. Parce que les contraintes sont si fortes, c'est-à-dire qu'on est dans un changement si important, qu'il faut nous avoir dit un discours ou un récit qui donne envie de cela. Je m'explique. L'humanité va s'éteindre dans tous les cas. La question que l'humanité s'éteigne dans tous les cas, si dès lors que je fais un peu plus attention à la biodiversité, je fais un peu plus attention à l'émission de gaz à effet de serre, etc., qu'est-ce que cela va changer ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Quelques siècles de moins ? Mais dans tous les cas, la finalité sera la même, c'est-à-dire que l'humanité va disparaître. Donc, quelle est la force des contraintes que je dois m'infliger pour permettre quelques siècles de vie de plus ? À cela, j'ajoute une autre dimension qui est de dire, pour sauver quoi ? Pour sauver des espèces qui en valent-elles la peine ? C'est-à-dire que l'humanité, l'homme, est-il une espèce si importante de ça qu'il faut absolument le sauver ? On peut en douter. Lorsqu'on regarde ce que l'on fait parfois, on peut se douter de dire, il faut absolument sauver cette espèce. Donc quand on se pose ces questions, ça veut signifier que l'on va réfléchir à oui ou non. Il faut se sauver au sens vivant d'une certaine manière et dans un sens très large. Si dès lors on accepte qu'il faut se sauver, alors c'est pourquoi ? Eh bien c'est parce que justement nous vivons mal, ou nous vivons pas assez bien le temps que nous avons à vivre ici. Si le temps que nous avons à vivre ici, on souhaite l'améliorer, tant mieux si ça peut avoir un futur profitable pour tous. Mais d'ores et déjà c'est important. Je m'explique de manière très concrète. Il est préférable pour vivre mieux, tout de suite et maintenant, pas pour le futur, d'avoir une alimentation locale. Pour plein de raisons. Une raison gustative, pour être franc, une raison sociale, vis-à-vis de celui qui est à côté de moi, une raison économique, parce que je vois où mon argent va et où l'argent revient auprès de moi, et je ne le fais pas pour une raison qui est dans 2030, 40, 50, 60 ou 100. Je le fais parce que c'est important pour l'ici et maintenant. Et dès lors, on se retrouve avec une autre dimension très épicurienne qui est il faut se satisfaire des besoins naturels et nécessaires. Les besoins naturels et nécessaires, j'ai besoin de manger, j'ai pas besoin d'aller dans un restaurant 3 étoiles. Ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir manger à ma faim quelque chose qui est à ma portée. Si on se repose donc ces deux questions, Julien. 1. Pourquoi est-ce que l'on fait ce que l'on fait ? C'est-à-dire, non pas pour quelque chose de très hypothétique, mais pour quelque chose qui m'apporte ici et maintenant, alors je vais prendre les bonnes décisions pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, on ne pose pas suffisamment ces questions-là sur comment je donne un sens à mon quotidien. Et donc, Xavier, si nous vivons en 2030 glorieuse dans une société où la question du sens dans nos quotidiens a été plus largement débattue et occupe plus centralement nos vies, et si alors vous avez moins besoin d'y consacrer du temps, est-ce que en 2030 glorieuse vous le feriez tout de même ? Est-ce que vous consacreriez votre temps à d'autres sujets ? Oui, parce que ça fait partie du développement de l'individu. Ça fait partie du développement de l'homme, de s'interroger sur d'autres sujets. Ça fait partie du développement de tout un chacun, de fournir l'effort. Rien n'est donné, rien n'est simple, rien n'est gratuit. Et donc, l'individu en tant qu'espèce, depuis que nous étions issus de la petite soupe chaude et quelques batraciens que nous avons été auparavant, avant d'être un animal un peu plus développé, nous n'avons jamais cessé de nous développer, jamais cessé de travailler pour cela. Et donc, en 2030, il s'agit au contraire de continuer, parce qu'il faut penser à 2050 et comment, encore une fois, nous-mêmes allons faire l'effort de devenir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas forcément dans une démarche de devenir le surhomme de Zarathustra, parce que c'est ce que nous dit Nietzsche. Nietzsche nous dit, mais vous avez été des batraciens, vous avez été quelques animaux comme ça, et puis vous avez été l'homme, et c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Eh bien, j'aime bien, avec Nietzsche, m'interroger sur le fait de dire qu'il y a probablement une suite encore. Mais je la connais pas. Merci Xavier. Je vous en prie, merci Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!